Bien, bonjour à toutes et à tous pour cette deuxième séance du groupe de travail Bachibac. Aujourd'hui, nous allons écouter Esther Blanco. Je vais vous la présenter donc dans un instant. Et donc voilà, donc c'est parti pour cette deuxième séance. Esther Blanco se consacre à l'enseignement depuis plus de 20 ans. Et en fait, c'est l'une des professeurs d'histoire Bachibac de la province de Gérone qui a commencé avec le programme Bachibac, concrètement au lycée Ridaura de Castelplagiadaro. Pour elle, enseigner l'histoire en français a été un défi qu'elle a relevé avec beaucoup de succès. Et en outre, pour Esther, raconter des histoires, c'est pas seulement une vocation en tant que professeur d'histoire, mais aussi c'est quelque chose de plus aussi de littéraire, parce que Esther a publié 2 romans qui ont obtenu des prix. À savoir Mals Habits, ce sont des romans qui ont été publiés en catalan. Donc le premier s'intitule Mals Habits et le deuxième La Mainadera d'Eugène Bourmont. Donc on voit ici un lien avec la Oui, c'est un peu afrancesado. Voilà. Ouais, mon travail. Très bien. Oui, oui. Donc voilà, donc avec cet atelier, Esther va vous présenter comment travailler les documents iconographiques pour l'épreuve de commentaires de Bachibac. Voilà. On a tous hâte de t'écouter, Esther. Donc à toi la parole. Deixa'm un momentet només, però no volia tallar, però bueno, perquè es mereix que la presentació, us la fet en català, la presentació l'ha fet a Sandrine Dussinier, que representa serveis territorials. Le micro, Miquel-Àngel, ton micro s'entend pas. Le micro. Ah, i és veritat. Intervinc només un momentet, només per dir que la presentació l'ha fet a Sandrine Dussinier, que aquesta feina és una feina coral, és una feina que hem intervingut amb molta gent i a ella li vam encarregar, com per després d'haver fet els contactes amb Esther Blanco, doncs també com a representant del Departament d'Educació als Serveis Territorials de Girona, que fes la presentació de la nostra companya Esther Blanco. Per tant, moltes gràcies, Sandrine. Et ja no... Merci à toi, Michel-Angel. À toi, Esther. Donc, c'est à moi, non? Oui. Bon, merci Michel-Àngel, merci Sandrine de ta présentation. Tu m'as fait la pub. Hein. Et bon, bonjour à tous. J'espère d'avoir le micro. Vous m'entendez, non? Vous m'entendez bien? Ok, super. Oui, parfaitement. Bon. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est la manière, la façon, des différentes façons de présenter un document iconographique. J'imagine que vous tous, vous avez déjà vu comment c'est un examen de Bachibac. La première question qui apparaît dans les examens, normalement, vous la connaissez, c'est ou bien la présentation d'un document iconographique ou d'un document textuel, ou bien tous les deux. Alors, ce que je vais travailler aujourd'hui avec vous, ce qu'on va travailler ensemble, sont les documents iconographiques, mais pas seulement, parce que j'ai préparé 2 exercices qui, je crois 2, je dirais, qui présentent un document iconographique et un document textuel. Alors, pour voir comment le faire avec 80 mots, que c'est pas trop, vraiment. Pour un document, c'est bien. Pour présenter un document, c'est bien. 80 mots, plus, moins 20%, vous le savez. Mais pour en présenter 2, ça commence d'être un peu juste. Mais bon, vous allez voir comment on peut y arriver. On peut y arriver quand même. Et j'en ai préparé 2. Alors, avant de commencer avec le premier exercice, peut-être, je vais vous poser une question. Tout le monde connaît l'examen de Bachibac, l'examen d'histoire Bachibac, parce que s'il y a quelqu'un qui ne le connaît pas, on peut en chercher un et voir quelle est la première question. La première question, bon, je ne l'ai pas là, mais je vous la dirai par cœur. La première question dit présenter le document et son idée ou ses idées principales.
S'ils sont deux, bon, présentez les documents et leurs idées principales. C'est tout. C'est tout. Alors, ça, la valeur dans l'examen, maintenant, je ne m'en rappelle pas. Je crois que c'est 5 et 5, ça c'est 1. Et l'autre, c'est 1,5, peut-être, mais je ne me rappelle pas. Mais vous avez un document, Sandrine. Si vous ouvrez cet lien, ou ce lien, pardon, c'est masculin, ce lien que Sandrine Doucinet vient de mettre dans le chat, pardon, vous allez voir où un point. Ok, Martha, merci. Alors, ce point-là, c'est pas seulement important parce que c'est un point, bien sûr, c'est aussi important parce que si on réussit cet exercice, c'est le début de l'examen. Et vous allez présenter, l'élève se présente au prof d'une manière ou d'une autre. Il va être donc plus ou moins débrouillard, bien sûr, mais au moins, il faut savoir comment il faut présenter, qu'est-ce qu'il faut dire dans cet exercice sans faire de la littérature. Alors, le premier exercice, si vous le regardez, je vous ai préparé la moitié des exercices sur le 19e siècle et l'autre moitié sur le 20e. Alors, la moitié en plus sont de l'histoire de France et l'autre moitié de l'histoire de l'Espagne, pour voir un peu tous les sujets possibles. Bon, bien sûr, je ne peux pas travailler toute l'histoire depuis 1833 jusqu'à nos jours dans 1h30, mais au moins avoir ce qu'on dit en catalan un tastet. Hein? Je ne peux pas utiliser un autre mot, je ne le connais pas en français. Si vous le savez, vous pouvez me le dire. Un échantillon. Un échantillon, ça Oui, serait... on dirait ça, oui, oui. Ouais, ouais. Bon, alors, on y va. L'exercice 1, le premier exercice, si vous avez l'image, hein, il y a toujours, il faut mettre toujours une petite note de qu'est-ce qu'on voit, non? Alors, ce qu'on pourrait trouver dans un examen de Wachivac, ce serait des 100 en ce cas, c'est un dessin, l'auteur c'est Gustave Janet, 1870, c'est la date. Le titre aussi du dessin, c'est Proclamation de la République à l'Hôtel de Ville de Paris dans la journée du 4 septembre 1870. Bon, c'est un dessin donc, qui correspond déjà à l'histoire dont on va faire l'examen de Wachivac. Parce que normalement, on explique beaucoup de choses avant de se mettre dans le sujet. Le sujet de l'histoire de France, ça commence en 1848. Alors bon, on commence, j'ai choisi ce document parce que j'ai considéré que bon, c'est une date très intéressante de l'histoire de la France du 19e. Alors, comment commencer à décrire? Les élèves ont toujours le vice, parce que pour moi c'est un vice, de dire il s'agit de. Bon, il s'agit de, oui, c'est pas mal, c'est correct, mais on peut, je crois qu'on peut faire plus simple et en plus plus joli, non? On peut dire ce dessin, tout simplement. Ce dessin, dans ce cas, c'est de Gustave Janet, présente quelque chose. Non? Ça serait un bon commencement pour un dessin ou pour une image quelconque. Alors, ce dessin de Gustave Janet, l'auteur, présente, qu'est-ce qu'il présente? On regarde là, et bon, c'est la proclamation de la République. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? On voit la foule parisienne. Alors, le français, c'est intéressant. C'est intéressant d'être dans la langue française, il faut être précis, il faut la précision. Alors, si au lieu de dire je vois beaucoup du monde, non, bon, por Dios, hein, la foule parisienne, on va utiliser le mot précis. Bon, parfois, je crois que les élèves, quand ils arrivent à la fin de terminale, de segundo de bachillerato, ils peuvent connaître le mot précis. Alors, ce dessin, donc, nous présente tout simplement la foule parisienne devant l'hôtel de ville de Paris. On ne fait que répéter ce qu'on a lu sous la photo.
sous le dessin. Alors, il faudra expliquer la situation, pourquoi cette foule est face à l'hôtel de ville de Paris. Bon, c'est à cause de la proclamation de la Troisième République. La date, c'est le 4 septembre 1870 et il faut le dire. Alors, on dira, durant la proclamation de la Troisième République, le 4 septembre 1870. Si on connaît un peu plus l'histoire de ce moment-là, ça serait très intéressant de dire que c'est Léon Gambetta et d'autres hommes politiques républicains qui sont à l'hôtel de ville. Alors, je crois que Léon Gambetta, il faudrait le nommer parce qu'il est le protagoniste. Alors, qu'est-ce qu'on dirait ayant pour protagoniste Léon Gambetta, par exemple. Ou parfois, j'apprends à mes élèves d'utiliser de temps en temps, de ne pas mettre et en plus. Sinon, faire simple et on peut utiliser les virgules pour... comment vous le dire? C'est difficile. En évitant, comme ça, tu épargnes des mots. Il ne te faut pas, tu épargnes des verbes, tu peux épargner beaucoup de mots parce que finalement, on n'a que 80 mots, plus moins 80%, 20%. Alors, on arrive presque toujours, au moins chez mes élèves, c'est comme ça, on arrive presque toujours à utiliser 100 mots. 100. Alors, bon. En outre, excusez-moi, si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous pouvez me faire arrêter, parce que sinon, moi, alors, c'est bien, étant donné qu'on va travailler 12 dessins, 12 images, si vous avez une question maintenant, il faut la résoudre maintenant. Et ne pas attendre à la fin, parce que sinon, ça peut être plus compliqué, je crois. Oui, dis-moi, Sixte. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ma question, en fait, t'as pas encore expliqué, mais je sais pas si tu vas le faire après. C'est par rapport, en fait, il faut dire à qui va diriger ces dessins. Oui, Si tu as développé, vraiment tu as le temps de développer l'idée, si tu attendais de le faire après, du coup, voilà, ça. En fait, mes élèves, je vois pas très. Ils disent, ouais, c'est dirigé au public ou c'est dirigé à personnes adultes ou un truc comme ça. Et je trouve que c'est pas très, ça fait très pas beau en fait. Je sais pas. Bon, vraiment, dans ce dessin, on peut rien dire parce qu'on ne sait pas où il a été publié. Alors, je l'ai trouvé par hasard et j'ai trouvé que c'était intéressant, mais c'était dans un cahier de gravure, en fait. Et je ne sais pas à qui était dirigé. Peut-être on l'a publié dans un journal ou pas. Oui, d'accord. Mais si c'est pas cet exemple-là, un autre. Mais oui, ça peut nous arriver de dire si c'est, par exemple, je ne sais pas, il y a un autre document, le document 3, que c'est J'accuse de Zola à l'aurore. Bien sûr qu'il faut dire que ce document se manifeste et dirigé au président du Conseil. Bien sûr, il y a des cas où c'est obligé. Mais dans d'autres, vraiment, peut-être tu ne vas pas le savoir ou peut-être ça, bon, c'est pas tellement important, non? Ou alors c'est au critère du professeur, je crois. Hein? D'accord, merci. Ouais. Merci. Il y a d'autres questions, non? Je continue donc. Bon, alors, on a dit déjà que bon, il a été prononcé. Non, c'est pas un discours. Pardon, j'ai une question. Parce que quand tu étais en train de faire cette petite introduction, nous, normalement, dans des autres formations, on nous dit de ne pas décrire le document. Alors, mes élèves ont du mal à rester un peu, à préciser. Parce que quand on fait la présentation, quand on dit
quand on dit si c'est une peinture qui représente, ils ont du mal à ne pas tomber, à en décrire pour après ne pas no trepicciarse en faisant l'idée principale, par exemple. Je ne Bon, sais pas si aux autres ça arrive. bon, c'était pas mon idée de décrire le document, mais dire ce que le document présente, parce que c'est le sujet. En fait, la proclamation de la République arrive après donc la défaite de Sedan, et c'est en fait vraiment populaire, la proclamation de la République. Alors, il faut parler de la foule parisienne, mais pas en disant bon, c'est plein de monde qui qui sont exultantes. Non, ça non. Mais dire que le dessin de Gustave Janet nous présente la foule parisienne devant l'hôtel de ville de Paris durant la proclamation de la Troisième République. La date, le 4 septembre 1870, après la défaite de Sedan, je crois que c'est ça, il faut le dire, hein, à mon avis, mais bon, parce que c'est pas une description du document, c'est où le document t'amène. Qu'est-ce que le document vraiment présente? C'est la proclamation de la République qui est important. Et cette proclamation, c'est populaire. Alors, bon, les Parisiens sont tous pour la République en ce moment-là, même si, peu après, dans les élections, la France des Provences surtout, décide de choisir une assemblée à majorité monarchiste. Et c'est là où va se déclencher la Commune, la guerre civile. Alors, je le dirais, que la foule est importante dans cette image. Peut-être dans d'autres trucs, l'image, c'est moins importante que le sujet, que l'idée principale. Oui, oui. Alors, on va voir comment on trouve des différentes manières de décrire les documents. Bon, il ne faut pas décrire les documents, c'est l'idée principale. Alors, quelle est l'idée principale? Bon, l'idée principale, c'est de nous montrer le début de la Troisième République. Début qui sera marqué par la guerre franco-prussienne qui vient donc d'écraser Napoléon III, et par une guerre civile. Ce qui est grave, c'est la guerre civile, cette commune qui va commencer bientôt, déclenchée entre un Paris républicain considéré très à gauche et cette assemblée nationale d'une tendance très monarchiste, à majorité monarchiste, qui va naître après les élections. Alors bon, moi c'est ce que je dirais. L'idée principale, c'est le début de la Troisième République, qui en même temps provoque une guerre civile qui est la Commune. Mais c'est à vous, bien sûr, de suggérer quoi que ce soit par rapport à ce document. Qu'est-ce que vous en direz si ce document nous apparaît dans un examen? Qu'est-ce que vous en direz? Qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce que j'ai oublié? Nous, normalement, bon, mes élèves, le modèle qu'on fait, c'est on commence avec le premier document. Il s'agit d'une source iconographique, par exemple dans ce cas. Mais oui, mais ça, tu as dépensé déjà 15 mots. Et tu ne les as pas. Bon, oui, peut-être, si ton élève ne sait quoi lire, ça c'est parfait. Ça c'est parfait. Cette image qu'on nous présente, c'est un document iconographique, une source secondaire. Bon, la source, en fait, je ne sais pas si je dirais si c'est primaire ou secondaire. Et surtout par rapport au document iconographique. Parce que vous savez qu'il y a toujours je ne sais pas si vous êtes prof d'histoire aussi à Bachillerato, il y a toujours des problèmes avec cette idée de si un document iconographique, c'est une source primaire ou secondaire. Alors, je ne sais pas si je le dirais. Alors, qu'est-ce qu'ils disent encore?
Non, bon, Maria. nous, par exemple, Esther, c'est ce qu'on a appris à la formation quand on l'a fait à Barcelone, de bien dire, c'est iconographique, c'est textuel, bien préciser si c'est primaire ou secondaire. Alors, c'est les éléments que normalement, malgré qu'ils sont beaucoup, pour moi aussi et pour mes élèves, ils ont beaucoup de mal, c'est des éléments que je ne sais pas s'il y a des autres personnes, on les considère imprescindibles, non? Essentiels. Je pense Moi, que à mon avis, et avec les problèmes que les élèves ont pour savoir si c'est primaire ou secondaire, je risquerai pas. Parce que c'est mieux de ne rien mettre que de mettre une information erronée, de se tromper. Je sais pas, hein. Par rapport à l'examen d'histoire, moi, je le ferai pas. Oui, si c'est très clair que c'est une image, un document primaire, comme j'accuse, à nouveau, j'accuse de l'aurore, oui. Mais par contre, ça c'est un peu un piège, hein, parce que peut-être pour toi c'est une source primaire, c'est tellement personnel ça, c'est une source primaire et pour quelqu'un d'autre, hein, par exemple le correcteur, c'est une photographie. Une photographie, c'est pas une source primaire. Parce que c'est une photographie de la une du journal, j'accuse de... bon, je vais pas vous faire peur, hein, mais... non, c'est très bien d'avoir un peu de débat sur ça. Alors, on vous a raconté qu'il faut définir la source. Oui, excusez-moi, je peux intervenir? Oui, bien sûr. Bonjour, Esther. Moi, j'étais correctrice l'année dernière et je peux vous confirmer que c'est obligatoire pour les élèves de dire si c'est une source primaire ou secondaire. Sinon, ils vont les enlever, on va leur enlever des points. Je peux vous le confirmer. Combien on va t'enlever? Ça dépend, c'est entre tous, c'est stipulé entre tous les correcteurs, hein. Oui, Mais oui. vraiment, il faut donner toutes les informations sur ce primaire, secondaire, si c'est privé, public. Si la source, elle est douteuse ou c'est difficile, Si elle on est, pardon, Laura, je t'ai pas compris. parce que si la source, il y a un débat entre les mêmes profs, si c'est une source primaire ou secondaire, normalement, on accepte les deux choix. Quand Ok. cela arrive. Bon, ça es un premio de consolación. Bon, Ok. moi, je vous dis mon expérience. Non, Hein. super. Non, parce que Mais vraiment, si vous êtes correctrice, bien sûr que c'est une information vraiment, vraiment intéressante. Alors, Mais ce qu'on dit dans les formations, vraiment, il faut l'appliquer et et vraiment, c'est obligatoire, vraiment, dire ok, cette information pour l'élève. Et après, je précise, dans ce que vous venez de dire, c'est très bien, mais dans mon cas, j'ai des doutes si je parlerais de la commune de Paris. Peut-être que ce serait hors sujet. tu crois? Parce que la commune de Paris, c'est Non, mais c'est en justement la Troisième 1870. République la promulgation de la Troisième République qui provoque après une situation vraiment dramatique, c'est une guerre civile. Vous Oui, ne le direz pas. Vous avez raison pour l'information. Hein. Je ne sais pas si je l'utiliserai ici ou peut-être sûrement on pourrait le placer ailleurs dans l'examen officiel. J'ai des doutes. Hein, simplement, je transmets des doutes. Vous avez Non, totalement ça c'est raison. super Hein. bien. Ça c'est super bien parce que comme ça, on voit la subjectivité. Je ne sais pas si ce mot c'est bien ou pas. Des documents. Tu peux avoir beaucoup on va voir, on va le voir avec les autres si on continue à voir ces différences entre nous, hein, parce que nous sommes les profs et même nous avons des doutes et constamment on se pose des questions. Alors ça c'est parfait parce que peut-être on va rien résoudre qu'on doute, mais au moins, on va se mettre d'accord à qu'on a des doutes. Et ça, c'est toujours intéressant de voir qu'on a des sujets qui ne sont pas faciles, parfois, hein, même pour nous. Alors, imaginez-vous, pour les élèves, qu'ils se trouvent face à un document où nous pouvons parler, nous sommes capables de parler de beaucoup de choses et
probablement, ils ne le sont pas. Peut-être pour eux, c'est plus facile, justement pour ça. Je ne sais pas, j'ai même jamais posé la question. Bon, alors, on continue, si ça vous va, et on va voir le deuxième document. Le deuxième document, c'est une huile. C'est une huile d'un peintre appelé Albert Bétanier. L'huile, le titre, c'est La Tache Noire, vous le voyez, et il est à Berlin, dans un musée historique de Berlin. Cette huile a été peinte en 1887, vous avez l'info. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce document? Bon, alors, cette huile, je commencerai comme ça. On peut dire, il s'agit d'un document iconographique, une source primaire, une huile, si je peux suivre ce schéma, même si ce n'est pas le schéma que je préfère, mais on peut le dire comme ça. On va dire l'auteur, on va dire où il est conservé, si vous voulez, peut-être il ne faut pas, mais quelle est l'idée principale? L'idée principale de ce document-là, à mon avis, c'est qu'il illustre les lois scolaires de Jules Ferry. Et pourquoi il illustre ces lois scolaires? Parce qu'il nous présente le professeur qui montre une carte de France avec, si vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien l'image, une carte de France avec l'Alsace-Moselle en noir, voilé. Ça, c'est important. C'est le moment où, bon, vous savez, la France, après la guerre franco-prussienne, a perdu le territoire et maintenant, il y a un esprit de revanche que l'on peut voir dans l'image avec, vous voyez le garçon qui est avec le prof, il est habillé comme un petit soldat. Ça illustre, ça nous montre l'esprit de revanche à l'encontre des Allemands. Et il faudrait le dire. Bon, c'était l'instruction militaire qui était obligatoire pour les enfants, pour les garçons, pas pour les filles, hein, pour les garçons. Et en plus, on peut parler aussi de, bon, dans les lois scolaires de Jules Ferry, et par rapport à cette image, il y avait trois idées principales qu'on voit dans l'huile. C'est l'idée, bon, ça on va pas le voir parce qu'on ne les entend pas, les peintures, hein. Mais bon, c'était d'inculquer à tous une même langue, le français, les connaissances historiques et géographiques que vous voyez. Il y a la carte de la France avec tous les départements et l'Alsace et la Moselle voilés, ce sont les départements qu'ils montrent aux petits soldats. Et au fond, vous voyez la carte de Paris. Au fond, il y a la carte de Paris avec les arrondissements. Alors, et ce que je parlerai là, bien sûr, ça serait de l'école de Jules Ferry. L'école gratuite, laïque et obligatoire. C'est à mon avis. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres idées à présenter par rapport à cette carte-là. Non? Bon. Au lien, Cadnoy. Guillermo. Le lien. Ah non. Si. Hola. Le lien, Guillermo. Il y a un Je lien ne le vois pas. dans le chat. Oui, Sandrine vient de... Ah, dans le chat. Ah, ok, merci. Merci beaucoup. Bon. Vous n'avez pas de questions sur ce document? On est d'accord, l'idée principale? Par rapport à la date, par rapport au sujet? Bon, j'imagine. Bon, alors, si vous n'avez pas de questions, on passe au troisième document. Le troisième document, c'est le dernier du 19e siècle de l'histoire de France. Et c'est ce document, c'est la une, tout le monde le connaît,
Je ne sais pas s'il est apparu dans les examens de Vachibac, mais dans mes examens, oui, tout le temps. Je ne sais pas si on l'a présenté, je ne sais pas si vous avez plus de mémoire que moi. Bon, ces documents, il s'agit de la une, il faut dire de la une de l'Aurore. L'Aurore, c'est le journal de Clemenceau. C'est un document, bien sûr, public, qui a été publié le 13 janvier 1898 et son auteur, Émile Zola, le dirige cette lettre ouverte. Hein. On peut insister à l'idée de quel est exactement le document. Ce n'est pas un article, c'est une lettre ouverte intitulée « J'accuse » au président de la République. Alors pourquoi il écrit cette lettre ouverte? Parce qu'il sait qu'il va avoir, bien sûr, il va avoir beaucoup de problèmes. Hein. Pourquoi il rédige cette lettre ouverte au président? Pour dénoncer, l'idée principale, c'est dénoncer la malhonnêteté. Si vous l'avez lu, le document, j'en suis sûr, vous l'avez lu, la malhonnêteté de l'état-major et du ministre de la Guerre qui ont acquitté Esterhazy. En fait, Zola réagit à l'acquittement d'Esterhazy malgré les preuves accablantes que l'on avait réunies contre lui. Tout ça pour protéger l'honneur de l'armée. Et en laissant le capitaine Dreyfus, qui était injustement condamné, en le laissant demeurer en prison. On le laisse en prison, alors ça c'est scandaleux. Et Zola, qui au début, il était neutre, il n'était pas intéressé du tout à ce sujet-là, finalement, il va réagir, et il va, en fait, condamné, il va être condamné, et c'est pourquoi il s'exile en Angleterre. Alors, à mon avis, où l'élève doit insister, c'est à cette indignation de Zola qui représente une partie de la population française contre l'état-major, contre le gouvernement, contre le ministre de la Guerre, qui, en sachant qu'ils s'étaient trompés, ils préfèrent laisser un innocent dans le bagne et protéger l'honneur de l'armée. Et c'est cette injustice qu'il faut laisser clair. Alors, je vous écoute, si vous avez des commentaires. C'est une source primaire, bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais c'est une source primaire, ça c'est clair, et là, je crois que personne ne va nous dire que c'est une photographie. Et la destination, c'est à Félix Faure, président de la Bon, République. c'est une dénonciation. C'est au président de... oui, bien sûr. Mais c'est aussi pour éveiller les esprits des Français. Non? Qu'est-ce que tu dirais, Sixte? Qu'est-ce que vous direz, pardon? Si c'est dans un journal de presse, c'est dirigé à la citoyenneté, et puis après, dans Félix Faure indirectement aussi. Non, c'est clair. Lettre à Monsieur Félix Faure, président de la République. Et bien sûr, c'est aussi dirigé à la citoyenneté. Mais qui vraiment a le pouvoir de réagir et de changer la donne, c'est le président de la République. Bon, oui, tu peux dire que tu provoques la citoyenneté pour qu'elle réagit contre le gouvernement. Oui, aussi, tu peux le dire, bien sûr. Oui. Bon, c'est à vous de choisir, mais je crois qu'on peut profiter les deux idées. Hein. Il y a d'autres questions? Non? Bon, on passe pour ne pas changer trop de sujet.
Je continue avec l'histoire de la France, même si on commence le 20e. Alors, le premier document du 20e, si vous le regardez, c'est la fiche d'appel à la résistance, publiée, placardée à Londres en août 1940, signée par le général de Gaulle. Alors, cette affiche, ce qu'on doit dire l'élève, à mon avis, cette affiche placardée à Londres en août 1940 est un appel à la résistance contre l'ennemi allemand, adressé, bien sûr, il faut dire, adressé à tous les Français. Bien sûr, c'est une source primaire, c'est un document public signé donc par le général de Gaulle, chef de la France libre, qui cherchait en ce moment à rallier l'empire colonial, étant donné qu'on avait déjà perdu l'Hexagone. Et bon, peut-être, à part cette idée d'appeler à la résistance de tous les Français, dedans et dehors de l'Hexagone, peut-être on peut aussi dire, si on a les mots, je crois que oui, on peut parler que cet appel s'inspire, bien sûr, de l'appel à poursuivre le combat que de Gaulle avait déjà lancé, comme vous savez, le 18 juin, le 21 de 1940, depuis les ondes de la BBC. Si l'élève connaît cette histoire, j'espère que oui, il peut aussi donc parler de cette relation. Parce que l'appel, en fait, cet appel, l'affiche, c'est un résumé de l'appel du 18 juin. Si vous l'avez écouté, donc, et les élèves, normalement, on le travaille. C'est un document public, c'est une source primaire. Je ne sais pas si j'oublie de vous dire quelque chose en plus. Ou si vous l'analyserez d'une autre manière. Vous avez des commentaires, non? Bon. Je continue et maintenant, on passe au résultat des élections législatives. Vous voyez, c'est un document complètement différent. On a abandonné déjà les affiches, c'est pas la une d'un journal, c'est pas une toile. Alors, maintenant, c'est un document secondaire, c'est clair, c'est un diagramme. Il s'agit d'un diagramme semi-circulaire qui nous montre les résultats des élections législatives des 23 et 30 novembre 1958. Alors, ces élections nous donnent comme résultat le premier Parlement, les premiers députés de la Ve République après la chute de la 4e. C'est ça qu'il faut, tenir compte. Que si la 4e République, je ne sais pas si l'élève il peut mettre, la chute de la 4e a été provoquée par les événements d'Algérie du 13 mai. Je ne sais pas si il aura la possibilité d'écrire ça, mais bon, en tout cas, ce qui est important, que ce sont les premières élections de la Ve République. Alors, il faut dire quel est le résultat. L'idée principale, c'est le résultat de ces élections, et c'est le parti du général de Gaulle, l'Union pour la Nouvelle République. Vous voyez, il a 200 députés qui remportent les élections, en fait, après avoir approuvé déjà, si je me rappelle pas mal, une nouvelle constitution
à la fin de septembre. Alors, je vous laisse faire des commentaires si ça vous convient. Ça, je crois qu'on n'est jamais apparu, un type de diagramme comme ça. Je ne suis pas sûre, mais je crois que non. Ça, c'est plus dans les examens de sélectivité. Hein. Mais bon, ça peut nous arriver, bien sûr, c'est un document iconographique. Alors, c'est un document iconographique, c'est une source secondaire, publique. Bon, alors, peut-être ça peut être présenté dans un examen. Alors, il faut savoir comment s'appelle ce type de document. Hein. C'est un diagramme qui nous présente donc les résultats des élections. Vous avez des questions par rapport à ces documents? À mon avis, il ne faudrait pas commenter le reste de partis politiques, le reste des résultats. Je crois que en disant que l'Union pour la Nouvelle République, le parti du général de Gaulle, remporte les élections, je crois que c'est suffisant. Surtout parce qu'on a toujours des problèmes par rapport à l'espace, au numéro des mots. Hein. Je ne sais pas. Je vous écoute. Non? Dígame, Martha. Oh là là, oui, Oui. vous m'entendez là? Oui, vous Oui, bien sûr. m'entendez? Ok, oui, je voulais juste dire si dans un, voilà, pour un document hein, comme celui-là, on pourrait dire que la nature est statistique. Oui, et aussi politique, tu peux dire. Iconographique, voilà, statistique et Statistique et voilà, politique, les deux. voilà, politique, voilà. Ok, merci. D'accord. Merci, c'était juste, voilà, ça, mon doute. Merci beaucoup. Non, non, de rien. Merci à toi. Il y a d'autres questions? Non? Bon, si vous prenez le suivant exercice, c'est le numéro 6, et on passe à ce domaine sympa des caricatures, qui a eu vraiment un succès énorme en France comme en Espagne, le 19e siècle surtout, en Espagne, à la fin du 19e, après le règne d'Isabelle II, ça a été vraiment... et ça continue dans l'histoire de l'Espagne et dans l'histoire de la France. Et j'ai choisi une caricature sympa, surtout parce que l'auteur, c'est Jean Plantu, que bon, il a décédé, si je ne me trompe pas, cette année dernière, en 2021, je crois. Et bon, c'est une caricature de Mitterrand. Bon, j'espère que les élèves le connaissent. Je ne sais pas si dans un examen, on va nous dire que c'est Mitterrand, si ça apparaît. Alors, il faut savoir au moins que c'est la une du 10 novembre 1986, il faut nous donner donc la date, et le journal où ça est apparu, ça est apparu au Monde, l'auteur c'est Jean Plantu. Alors, je ne sais pas si nos élèves vont connaître Mitterrand, mais je crois que oui. Je crois que oui, parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Alors, ce document, donc, c'est une source primaire, si on considère que ça a été publié dans un journal. Alors, c'est une caricature apparue à la une du journal Le Monde, la date, dont l'auteur et le dessinateur Jean Plantu. Et qu'est-ce qu'il nous présente, ce dessin? Il nous présente une satire sur la cohabitation. Ça, c'est l'idée principale. Ça, Plantu se moque de cette cohabitation qui s'était installée en France lors des élections législatives de mars 1986, qui ont été remportées par la droite, mais le président était socialiste, était François Mitterrand. C'est lui, le protagoniste de cette, ou pas exactement le protagoniste, parce qu'on voit aussi à Jacques Chirac, alors on ne sait pas qui est le protagoniste. Il est, donc, si l'élève connaît
les personnages, donc il va voir aussi la caricature de Jacques Chirac, qui est donc le Premier ministre, détesté, profondément détesté par Mitterrand. Bon, il faudrait dire aussi qu'il est le leader, le meneur de la nouvelle majorité conservatrice. On continue en parlant de la cohabitation. Et cette cohabitation gauche-droite, gauche à la présidence, droite dans le Parlement, il faudra dire aussi que peut-être elle met à l'épreuve les institutions de la Ve République. C'est ce que je dirais. Parce que on peut pas trop dire. Parce qu'on n'a que 80 mots, 80, 100 mots. Alors, je vous écoute si vous avez des suggestions, si vous avez d'autres idées. C'est un document, bien sûr, il est publié dans un journal, il est dirigé à tous les Français. On se moque de la cohabitation, on se moque surtout de Mitterrand. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'intéressant à y ajouter. On dirait que c'est une source primaire. Oui, on l'a déjà dit. Oui. Et puis, qui va diriger au public. Au public en général, oui. Ouais. Oui. Si. Encore. Peut-être aussi l'arrêt des réformes socialistes, ça a déjà arrivé avant, mais ça pourrait nous montrer aussi la différence ou les blocages aux réformes de Mitterrand et les tournants vers la droite. Mais tu peux profiter pour parler de ce blocage, oui. Oui, parce que Chirac regarde, projet de loi, parfait, je vais porter ça au Parlement. On s'en fiche de Mitterrand, on ne le regarde même pas. Alors oui, peut-être on peut aussi présenter cette idée cette impossibilité de gouverner ensemble. Ouais. Encore d'autres idées? Non? Bon, on passe maintenant, c'est le dernier, oui, 1986, oui, c'est le dernier de l'histoire de la France. Hein, et maintenant, on passe à l'histoire de l'Espagne. On passe à l'histoire de l'Espagne. Le premier document, c'est un document de 1869. Et ça, j'ai fait cet examen à mes élèves, hein, ils ont eu beaucoup de problèmes. Parce que, c'est une caricature d'Isabelle II. Le titre, vous le voyez, c'est Carne. C'est vraiment énorme, le titre. Hein. Il est apparu à la revue La Flaque. Une revue, en fait, c'est un hebdomadaire qui est publié à Barcelone. Un hebdomadaire, bien sûr, satirique, qui est publié donc le 31 juillet 1869. Pourquoi mes élèves ont eu des problèmes là? Bon, cette caricature, la première chose, c'est une source primaire, c'est un dessin de quelqu'un d'auteur inconnu, dirigé donc à tous les Espagnols qui savaient lire, qui n'étaient pas trop, en outre. Et elle titulée Carne est apparue dans cette revue satirique, ça il faut le savoir, que La Flaca, c'est un hebdomadaire satirique de tendance républicaine fédéraliste. Ça a été publié à Barcelone, donc, après la Révolution glorieuse, presque un an après. Et pourquoi on se moque d'Isabelle un an après? Alors, la première chose qu'il faut dire, donc, c'est quelle est l'idée principale? Bon, l'idée principale, c'est que Isabelle, on accuse Isabelle avec ce dessin d'un comportement absolument frivole, tandis que son règne, le pays est plongé dans la misère. Et bon, si on doit présenter quel est l'entourage, la camarilla, si les élèves connaissent ces mots, j'espère, quel est l'entourage d'Isabelle? Qu'est-ce que cette image nous donne cette idée de qu'elle était
que le pays était gouverné par tout le monde, sauf par Isabelle, non? Mais bon, comment on va expliquer? On doit donc voir comment ce dessin, la caricature, nous présente l'armée d'un côté, la haute bourgeoisie et la culture. Pourquoi? Parce qu'à gauche d'Isabelle, on a un personnage, un soldat, je ne sais pas s'il est colonel, général, je ne sais pas. Hein? Elle était toujours entourée de soldats, de généraux, en fait. La haute bourgeoisie, c'est le monsieur qui est à gauche, non, je suis dyslexique, hein? Bon, le monsieur avec aquestes patilles que no sé com es diuen en francès, com es diu patilles en francès? Sandrine, patilles. Écoute, là, j'ai un blanc. Oh, Bon, il faut que je regarde. J'ai c'est un pas blanc. grave. Mais vous le voyez, hein, le type qui est comme ça, bon, avec le moustache et qui est un peu chauve, hein, et chaud. Ouais, je me suis trompée, mon cerveau, il m'a trahi. Et finalement, le type qui est à genoux, ce monsieur, il représente la culture, on dit qu'il est Don Juan. Et qu'il représente le monde du théâtre, le monde, donc, mais aussi, en même temps, une figure El Conquistador, non? Du point de vue amoureux. Hein? Bon, alors, encore, il y a d'autres idées qui apparaissent à part la camarilla, cette camarilla qui entourait Isabelle, qui, en fait, vraiment, ils étaient derrière les décisions d'Isabelle, on voit au fond, si vous voyez, on voit une bonne sœur et un carliste. Ça peut nous présenter aussi l'absolutisme et les valeurs traditionnelles. La bonne sœur, ça serait bon, cet esprit religieux de cette Espagne de tout le règne d'Isabelle II, mais en même moment, l'absolutisme avec cette figure, cet homme qui, on dit, on ne sait pas sûr, on n'est pas sûr de qui c'était ces personnages, mais représentent donc tous les deux l'absolutisme et les valeurs traditionnelles. On dit parfois qu'il est un carliste, qu'il peut représenter aussi un carliste. Mais bon, ça, on ne le sait pas et les élèves ne vont pas le savoir non plus. Mais au moins, expliquer l'idée de la camarilla, oui. Et si on est un peu curieux, on va voir la date. Pourquoi ça s'est publié à partir de la Révolution glorieuse? Vous avez une idée? Il y a plus de liberté. Bien sûr. C'est la seule raison. Et ça, l'élève peut le dire. On est dans le sexennat démocratique et ça, l'élève peut y penser. Alors, je vous conseille de leur dire, bon, c'est une image donc publique, une image satirique dirigée à tous les lecteurs, si je dois insister à ça. C'est une source primaire. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à y ajouter. Non? Bon, maintenant on va se mettre dans un document un peu plus compliqué, dans un exercice, pardon, un peu plus compliqué, c'est l'exercice 8. L'exercice 8 nous présente deux documents. D'un côté, on a une photographie en noir et blanc on va en parler maintenant, et de l'autre côté, c'est un texte, c'est un document politique, je dirais juridico-politique, parce que c'est une constitution, ce sont des articles d'une constitution. Alors, bon, il va falloir pas seulement les présenter tous les deux, mais chercher le rapport entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, là, je vous ai mis tous les ministères, les présidents, tous les noms
de gauche à droite. J'ai mis beaucoup de temps à trouver les personnages parce que c'est une photographie qui est publiée, qui est dans le... Parece que el museo, no me recuerdo de quel museo, al Museo del Romanticisme à Madrid. Et il y avait des personnages que j'arrivais pas à voir. Et finalement, j'ai trouvé une copie de cette photo avec les noms des personnages en bas. Alors, bon, il y a eu un travail de recherche là. Bon, pour savoir qui étaient les personnages. Mais même si ça, probablement, ne va pas trop être utile, ne va pas être trop utile aux élèves. Mais bon, il y a Prim, il y a Sagasta, il y a Zorrilla, Topete, qui sont des personnages qu'ils connaissent, ou qui, je crois qu'ils devraient connaître. Alors bon, c'est intéressant toujours de faire un rapport avec l'information qu'ils ont de l'époque. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on dirait? Bon, ce document, c'est une photographie, ou moi je dirais directement, cette photographie en noir et blanc, elle est, j'ai posé ici, de Jean Laurent, si je ne m'équivoque, si. Hein? C'est la photographie des membres du gouvernement provisoire en 1868 ou 69, circa, parce qu'on ne connaît pas la date exacte de la photographie. D'accord? L'auteur, c'est Jean Laurent, qui était spécialisé à faire de portraits de groupe. Il était très connu en Espagne, il était français, hein, mais bon, ça, c'est pas important ni pour nos élèves, ni pour nous maintenant. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut vraiment dire? C'est un portrait des membres du gouvernement provisoire au début du sexennat démocratique, et ce que peut-être je dirais, c'est que avec le général Serrano, qui est au milieu, comme président, debout, on peut dire au milieu de la photo. Alors, l'idée, c'est donc de présenter le sexennat démocratique. Vous direz que c'est une source primaire. Bon, d'accord, une source primaire. Vous direz un document public. Je ne sais pas si c'est un document public ou c'est un document privé qui a été pris. La photo a été prise pour la laisser comme une idée de ce qui c'est le gouvernement, ou s'il a été faite pour l'envoyer à un journal et la publier. J'ai aucune idée. Hein. Franchement, je ne peux pas dire si c'est un document qui doit être présenté à la citoyenneté, vraiment. Alors, par rapport au second document, c'est un document textuel et juridico-politique, c'est le premier article de la Constitution de 1869, élaboré, bien sûr, durant ce gouvernement du sexennat démocratique. C'est donc une source primaire de nature politico-juridique ou juridico-politique, ça, je ne le sais jamais. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider, il faut dire nature politico-juridique ou juridico-politique, ou tous les deux sont bien. Personne ne le sait? Bon, d'accord. Moi non plus. Politico-juridique, ça me donne un peu plus de confiance, mais bon. C'est donc un document public, bien sûr, destiné au peuple espagnol, sans aucun doute, c'est la Constitution. C'est tous les lois, en fait, les lois, vous devez dire, vos élèves doivent dire qu'elles sont des documents publics. En fait, presque tous sont des documents publics, sauf si on nous présente une lettre privée entre, je ne sais pas, Goya et Carlos IV, mais ce n'est pas ça, parce que Goya, ce n'est pas dans notre sujet, hein, c'est un peu avant. Mais bon, pour vous dire que la majorité des documents sont publics. La majorité, 90% ou 99%. Bon, et ce document, cette constitution, on pourrait dire aussi qu'elle a été rédigée par les Cortes constituantes, issues des élections, et ça c'est important, je ne sais pas si les élèves vont s'en rappeler, au suffrage universel de janvier 1869. Ça, je crois que dans ce moment-là, bon, même si ce n'est pas l'article de la Constitution
ou qui parle des élections, peut-être ça c'est important. Parce qu'on vient de suffrage censitaire, on vient d'une ignorance politique gigantesque dans cette Espagne qui est en train de changer. Alors, l'idée principale des deux documents, ces deux documents illustrent les premiers pas de la démocratie en Espagne. Et les élèves, ils doivent voir cette idée. Juridico-politique. Vale. Martha a trouvé juridico-politique pour les documents légaux, pardon. Bon, alors, il faut vraiment, quand tu dois présenter deux documents, un document iconographique et un document textuel en même temps, bon, il faut faire un petit résumé. Hein. On ne peut pas faire d'autre. Alors, vous avez des commentaires par rapport à ces documents? Ok. On passe donc à le dernier document du 19e siècle par rapport à l'Espagne. Bon, ce document, il est apparu dans un examen de Bachibac. Malheureusement, on s'est trompé de date et on a mis 4 décembre 1887. Alors, les élèves se sont perdus complètement. Ils ne savaient pas comment réagir, ils ne savaient pas quoi écrire. Alors, bon, ça arrive. Comme dans la sélectivité, il y a parfois des examens qui sont gâchés. Alors, il faut savoir. Ce document, c'est la une de la Campana de Gracia. Vous le connaissez, c'est aussi un hebdomadaire catalan, une revue satirique catalaniste, en plus, catalaniste. Là, il faut utiliser le mot catalaniste dans la description de cette caricature. Hein. C'est un document primaire, une source primaire, publique, qui est destiné donc à tous les lecteurs de ce journal-là, dont l'auteur est inconnu. Je n'ai pas trouvé l'auteur et ça n'apparaît. Et qu'est-ce qu'on doit dire? Bon, l'image est donc une métaphore. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette image. C'est sympa. Vous l'avez vue? Il y a quelqu'un qui... Oui. Non? Mais c'est sympa. Alors, si vous allez la chercher, c'est facile. Hein? En mettant la date et la une, la Campana de Gracia, vous allez la trouver. Hein? C'est pas sur Internet, c'est facile. Bon, alors, l'image, qu'est-ce qu'on doit dire? L'image est une métaphore de la situation en Espagne. L'Espagne, elle est justement représentée par une femme. Elle est en train d'être amputée d'un pied. Dans le pied, si vous voyez, on a écrit Cuba. Et bon, qui sont les sauvages qui vont l'amputer? On a Sagasta, vous le connaissez, Sagasta, c'est ce type avec ce nez particulier qui a ce relote, et l'autre qui a le, comment se dit, le serre? Une scie. Ah, si, signora. Ok, merci. Une scie, il est l'oncle Sam. L'oncle Sam. Il est donc l'allégorie des États-Unis. Et je crois que ça, les élèves peuvent le voir parce que cette figure, bon, les gens, bon, notre génération au moins, on connaît cette caricature, non, par l'oncle Sam. Je ne sais pas si les élèves. Je ne sais pas. Bon, l'autre personnage, personne ne va le connaître et on ne va pas le demander aux élèves. L'autre personnage, c'est le ministre d'Outre-mer, Segismundo Muret. Mais bon, ça, il ne faut pas savoir. Mais Sagasta et l'oncle Sam, je crois qu'ils doivent le connaître. Hein? En plus, on voit derrière cet esclave ou ce monsieur qui est à la fenêtre, qui espionne, vous le voyez.
Mais bon, il ne faut pas décrire tous ces personnages, tout simplement. Dire la situation gravissime où l'Espagne se trouve en décembre 1897 par rapport à la guerre de Cuba et que les faits que cette image nous présente ont lieu à la fin de la régence de Maria Cristina ou Marie-Christine, pendant donc cette première restauration bourbonienne et durant la guerre de Cuba. Peut-être l'élève doit dire les dates. La guerre de Cuba, qui commence en 1895 et finit en 1898. Mais si l'on recule, on peut dire même que c'est la troisième guerre de Cuba. Parce qu'on peut dire que la première, c'est la guerre des 10 ans, 1868, mais je crois qu'ils n'auront pas la place de dire tout ça. On peut parler donc seulement que c'est durant la guerre de Cuba qui finira avec l'indépendance de cette île-là et le reste des colonies, ou que ça va finir avec le désastre de 1898. Alors, ça dépend de l'élève, ça dépend s'il a la place de présenter l'idée. Mais l'idée, bien sûr, c'est l'amputation. C'est amputation de l'île de Cuba. C'est sympa le truc de la couronne. La femme qui représente l'Espagne. Bon, on a écrit autonomie arancelaria, d'accord, mais on voit, on est capable de voir la couronne. Je crois que les élèves peuvent voir ça. En fait, dans cet examen qu'on a fait de Bachibac, où l'on a mis 1887, bon, même les élèves ont répondu, ils ont parlé de la guerre 1860, des 10 ans, 1868, 1878. Mais bon, c'est là qui est clair. Quand il ne comprenait rien, parce que l'oncle Sang, il n'avait aucun rapport au début, non? Dis-moi, Serge. C'est l'entrée aussi des États-Unis dans la guerre. Ça pourrait aider. Oui. Pour moi, c'est que peut-être c'est difficile de parler de l'idée d'autonomie et des impôts qu'il y a aussi dans l'image. Oui, tu l'as vu, hein, autonomie arancelaria. Oui, bien sûr. Et ils protestaient, les Cubains, parce qu'ils voulaient, bien sûr, mettre leurs impôts à lui, à eux, s'ils voulaient, non? Mais pas l'arancel Cánovas, que ils étaient vraiment coincés, les Cubains, et on les a menti avec le convenio de San Juan. Oui, c'est important, bien sûr, c'est important. C'est pas seulement politique, c'est aussi économique. Les États-Unis, ce qu'ils veulent, en fait, c'est de gouverner Cuba, mais par l'intérêt au sucre, le café, le tabac et les prix de tous ces produits coloniaux. Hein. Oui. Maria. Esther, vous pouvez répéter qu'est-ce que, bon, les élèves doivent pas le savoir, mais moi, ce qu'il y a à la fenêtre, vous avez dit qui représentait quoi? C'est un esclave. D'accord. Noir. Je n'étais pas sûre. Oui, d'accord. Si, bon, je dirais, hein. Moi aussi, c'était pour ça, hein, mais bon. Oui, merci. Oui. Qu'il regarde, il regarde avec un visage vraiment, il a peur, hein. Effrayé, il regarde avec peur, il est effrayé, hein. Mais je ne saurais pas te dire. S'il représente quelqu'un de connu, je crois que non. Hein. Non. Moi, je dirais pas non. C'est un peu effrayé avec ce qu'ils sont en train de faire avec leur territoire. Avec son pays, exactement. Ouais. Oui. Merci. Alors, c'est une suggestion très intéressante. Si les élèves ont la place, oui. Il faut le dire. Je ne sais pas si on a oublié rien d'important. Je crois que non, j'espère. Non, moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce que vous étiez en train de dire au début, de souligner qu'il est catalan. Aussi, parce que en plus, après,
bon, quand on parle à la partie C, ce qui serait bien, ce serait aussi la mobilisation des réservistes, non? La plupart d'entre eux, ils étaient catalans aussi. Mais ça. oui, c'est un peu plus tard, mais bon, si. Oui, oui. Et en plus, je vois... Ah non, non, je l'ai bien fait. Bon, finalement, là-bas, on envoie 200 000 hommes. Hein, 200 000 hommes et ils n'ont rentré, je crois, que 30 ou 40 000. Hein. Ils ont tous décédé de maladies affreuses. Hein. Je sais pas, je connais pas les chiffres exacts, mais ça a été vraiment une boucherie. La guerre de la dernière, hein, la guerre de Cuba, la dernière, c'était. Bon, si ça vous va, on passe à notre exercice 10. C'est une carte historique. C'est la première carte historique que je vous présente. C'est un autre type de document iconographique. Bon, alors, c'est la première phase pour ne pas mettre les 4 cartes typiques des phases que vous connaissez de la guerre civile espagnole. J'ai préféré d'en choisir une. C'est plus facile à analyser. Alors, cette carte présente donc, c'est une carte historique, c'est un document secondaire, c'est dirigé, j'imagine, aux élèves parce que je l'ai trouvé sur un site internet qui nous présente la guerre civile. Alors, c'est donc secondaire et qu'est-ce qu'il nous présente? C'est la première phase de la guerre civile entre juillet et décembre 1936. On le sait parce que on nous le dit dans le titre. Et c'est le moment entre le coup d'État qui a échoué et le coup d'État des nationalistes. Rappelez-vous et rappelez à vos élèves que nationales, en français, on dit nationaliste, parce qu'ils se trompent tout le temps. Alors, donc, le coup d'État des nationalistes, coup d'État échoué, qui provoque donc cette guerre civile. Et c'est jusqu'au moment de l'échec de la prise de Madrid. C'est donc la présentation de ce document. Alors, l'idée principale, donc, c'est, en tout cas, on peut parler, devant la guerre, on ne sait pas comment analyser une idée principale. Mais, à mon avis, il faudrait dire là que les républicains sont souvent, dans cette guerre civile, souvent sur la défensive. C'est ce que je dirais. Hein, c'est que l'armée rebelle, même si elle a échoué à Madrid, et on le voit dans la carte, l'armée rebelle progresse, et il faudra dire aussi, que pour moi c'est très important, que le pays est coupé en 2 zones, à peu près dans ce moment-là, cette première phase de la guerre, à peu près égales. Et aussi que les républicains, dans ce moment-là, conservent toujours les régions les plus riches et les plus industrielles. Bien sûr, la Catalogne est toujours dans le côté républicain et aussi toute cette partie de Bilbao qui était l'industrie de la sidérurgie, la métallurgie est sauvée, est toujours républicaine par l'instant. Je ne sais pas si je dirais rien de plus parce qu'on n'a pas la place, on ne peut pas expliquer plus. Je vous écoute si vous avez... peut-être si on a la place, on peut dire que la guerre se déroule sur plusieurs fronts à la fois. Oui. Mais l'idée, à mon avis, l'idée principale, c'est donc là que le pays est coupé. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres idées. C'est pas facile à commenter. Hein. Une carte historique, c'est pas facile du tout. Et par exemple, je crois que j'en ai vu une dans les examens de Bachibac, c'est aussi avec une erreur dans une date.
Ça, c'est très commun. Il faut faire attention. Il faut prévenir les élèves, en tout cas. S'ils sont convaincus qu'une date qu'ils connaissent apparaît différemment dans l'examen, il faut lever le main et le dire au professeur. Parce que ça arrive. Hein. Et cette carte, c'était de la France 1945, je crois. Oui, je crois que c'était du débarquement. Non, au 44, peut-être, c'était le débarquement. 44. Et la date du débarquement en Provence, c'était pas la date. Mais c'est pas facile. Hein. Vous en direz quelque chose en plus? Non? Bon. Alors, on n'a que 14 minutes, on va faire vite. Il y a un exercice que je vais vous laisser regarder à la maison parce que sinon on n'aura pas le temps. Je dois vous demander de faire un petit exercice à la maison. Comme vous savez, dans ce cours, on doit présenter une tâche. C'est rien qui va vous prendre plus d'une demi-heure. Mais bon, il faudra la présenter sur Odyssée. Et je dois pouvoir vous l'expliquer. Alors, je vais laisser l'exercice 11, que c'est comme l'exercice qu'on a vu sur la Constitution et les protagonistes du sexennat démocratique. C'est à peu près le même. Je vous présente dans l'exercice 11 le portrait de Primo de Rivera, le dictateur, et Alphonse, après bien sûr, durant la dictature de Primo de Rivera, mais en même temps, je vous présente aussi le document avec le manifeste de ce général, le général Primo de Rivera, manifeste publié au journal de Barcelone, La Vanguardia, en septembre de 1923, lors de son coup d'État. Hein. Alors, bien sûr, une source primaire, et il est dirigé à tous les Espagnols, c'est une nature politique. Bon, mais je crois que c'est pas difficile, et c'est la même structure, c'est très rapide. Présenter la photographie en noir et blanc, datant de la fin de 1929, nous présente le roi Alphonse et son dictateur, et pour nous montrer qu'ils sont copains, tout simplement. Ils sont copains. Et c'est le roi qui accepte ce coup d'État, qui va même le supporter, qui va aider Primo de Rivera, et Primo de Rivera va aider la monarchie. Et ça, si les élèves ont lu ce manifeste de Primo de Rivera, que je vous conseille de le lire, ils vont voir donc que ça, c'est une symbiose. Hein. Et c'est l'idée qu'il faudrait donc présenter. Hein. Mais je n'ai pas le temps, alors je préfère de parler un peu plus du dernier document, qui est l'affiche électorale du Parti socialiste ouvrier espagnol aux élections générales de 1982. Vous le voyez, bon, c'est une esthétique bon, que maintenant nous fait même sourire. Hein. Et qu'est-ce qu'on doit dire là? Bon, la première chose, c'est une affiche électorale du Parti socialiste, date donc des élections générales de 1982. C'est un document public, c'est une source. Vous pouvez dire primaire, on peut dire aussi secondaire, ça dépend de qu'est-ce que vous entendez par cette source-là. Je ne veux pas me prononcer. Pour moi, ce serait en tout cas primaire, parce que c'est une affiche qu'on a placardée partout dans l'Espagne. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut donc présenter? Quelle est l'idée peut-être la plus importante? On la trouve dans cette phrase « por el cambio ». C'est la deuxième législature de la transition espagnole. Donc, c'est la période qui suit à la mort du dictateur Franco.
je crois que c'était slogan, la devise de PSOE, dirigée bien sûr aux électeurs. Il vaut la peine de présenter, de faire, je sais que ça peut-être ne convient pas trop, mais de dire que c'est la fin de la transition espagnole, et le début du premier gouvernement de la gauche après la Seconde République. Et comme ça, on va montrer, l'élève montre qu'il connaît l'évolution de la politique espagnole durant le XXe siècle. Et on a, c'est vrai, 80 mots, d'accord, mais on peut dire ça. Que c'est le premier gouvernement, ça, ils vont gagner ces élections-là, et je crois qu'il faut le dire là. Bon, vous pouvez dire beaucoup de choses. Hein. Vous pouvez dire aussi que le symbole de ce parti politique, la rose au poing, est copié du PS de Mitterrand, qui ont fait le même dessin en 1977. Oui, vous pouvez le dire. Ça s'est copié aussi, mais les élèves ne le savent pas. Et ce n'est pas une idée principale. Alors, à mon avis, ça serait important de voir que pour la première fois en Espagne, c'est le changement de tendance, non? Après donc, la dictature, la transition de Suarez, et depuis la République, en fait, hein, depuis les débuts de la guerre civile, il n'y a pas eu un gouvernement de la gauche. Je ne sais pas si vous direz quelque chose d'autre. Non? Bon. Alors, il ne me reste que vous demander un petit travail. Alors, ce que je crois que c'est intéressant de faire, c'est peut-être présenter 2 documents à votre choix. Vous allez choisir 2 documents iconographiques, bien sûr, et vous allez le présenter. Et si, je crois que ça serait intéressant aussi de faire un de l'histoire de France et l'autre de l'histoire de l'Espagne, et l'un du 19e et l'autre du 20e, pour que ça soit un peu divers, pour voir comment vous travaillez. Hein, et les documents qui soient bon, les plus intéressants, les bien trouvés, non? On va si ça ne vous dérange pas, on va je ne sais pas le mot en français, penjar-los a Odissea. D'accord? Un document de l'histoire de l'Espagne, un document de l'histoire de la France, de l'Espagne du 19e ou du 20e. Si vous choisissez l'Espagne du 19e, la France du 20e, et vice-versa. Ou vice-versa. Si? Je dois vous donner une tâche. Je m'excuse. C'est le compromis que vous avez. Vous vous avez engagé, non? Alors, il faut travailler. Esther, une question. Moi, j'enseigne que l'histoire de France. Est-ce que je pourrais faire les 2 documents sur l'histoire de France? Mais pourquoi tu n'enseignes que l'histoire de France? Parce que Moi, bon, je suis prof de langue, Moi, pas c'est d'Espagne, pareil. et je fais que l'histoire de France, pas l'histoire d'Espagne. C'est les Et profs l'histoire de d'histoire. l'Espagne entre 1833 et 1875? Parce qu'à C'est les bachillerato, profs ça ne d'histoire. Oui, c'est les profs d'histoire qui les fait en catalan. Moi, c'est pareil. Ah oui? Ouais, Bon, moi alors aussi. faites de l'histoire de France, c'est pas grave. Un document du 19e et l'autre du 20e. D'accord. Non? D'accord, merci. Merci à vous. Bon, il y a des questions. Je sais que ça a été un peu denso, comme je l'ai dit, chaud. Esther, Danse, oui, pareil. Ok. pardon. Où est-ce que nous devons le télécharger, le document? Les documents, Sandrine Odyssea, non? Oui, oui, oui. En Je le Irlande, vois c'est aussi, hein. Oui, je les ai déjà affichés sur Odyssea. Vous pouvez consulter les documents, vous pouvez les récupérer avec le même lien que Estelle nous a donné. Mais je les ai déjà mis sur Odyssea, d'accord? Mais il y a une tâche ou c'est comment?
Non, la tâche, c'est la tâche que Esther vient de proposer. Elle va nous envoyer le texte. Oui, je vous enverrai le texte. Oui, le texte, je l'afficherai demain, cette semaine, sur Odyssée. Vous verrez qu'il y aura tâche. Il y aura une date pour le présenter, que c'est jusqu'au 30 juin. D'accord? Vous aurez le temps. Vous avez le temps, hein? Oui, vous avez le temps. Oui, vous avez Merci. le temps. Hein? Merci. Après, vous pouvez choisir quelle est la tâche que vous devez présenter pour obtenir la certification, le profitement de cette formation. D'accord? Parce qu'il y a l'assistance et en plus le profitement. C'est grâce à cette tâche que ça vous permettra d'obtenir cette certification. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, bon, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir subi hein, parfois. Et bon, je vous souhaite une très bonne année scolaire. Et bon, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire mon courriel. Je crois qu'il est sur Odyssée, mais bon, au cas où, je vous le mets là. Oui, je l'ai bien fait. Bon, merci. Vous êtes très, très, très sympa, très gentils, tous. Merci beaucoup. Bon, on a partagé les idées, bien sûr, et bon. Je ne sais pas quoi dire. Merci. Merci à toi. Merci Salut. beaucoup. Merci. Merci. Ciao. Merci, au revoir. Merci. Bonsoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.